3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi? Moi c'est plutôt la forme, je suis bien content d'avoir repris les live Twitch lundi dernier notamment, c'était plutôt cool. Mais ce que j'ai trouvé encore plus cool, c'est que là-bas, vous avez voté en masse pour qu'aujourd'hui on parte en mode coast to coast. Yes, parmi les 6 sujets que je vous ai proposés, ça a été serré, mais celui qui vous hyper le plus concernait Dejounte Murray. C'est vrai que là, depuis quelques semaines, son arrivée à Atlanta questionne. Est-ce qu'il peut faire du bien à cette team? Est-ce que le fit fonctionne? Puis la question la plus importante, peut-il participer à tirer les Hawks vers le haut? Et s'il y arrive, à quel point? Et comment? Ça en fait là des mystères qu'il va falloir essayer de résoudre. Et vous le savez, si vous me connaissez un peu, j'aime beaucoup ça. Du coup, le programme est chargé, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti. Dejounte Murray va-t-il transformer les Hawks en contender? Bon, pour répondre à cette question, déjà il faut parler de qui il est, Dejounte Murray. Originaire de la région de Seattle, aujourd'hui il va déjà sur ses 26 ans et entame sa 6ème saison NBA. Ça aurait pu être la 7ème, mais il a manqué l'intégralité de l'exercice 2018-2019 en raison d'une rupture des ligaments croisés. Quoi qu'il en soit, maintenant le mec est à un âge où généralement on entre dans son prime, et ça c'est enthousiasmant. Le mec de toute façon depuis tout gamin était promis à devenir un grand du basket. Dès son adolescence, il intègre le fameux lycée de Rainier Beach, qui a vu passer entre autres Jamal Crawford, Doug Christie, Nate Robinson ou encore Terrence Williams et Kevin Porter Jr. et les emmène jusqu'à 3 reprises jusqu'au titre de l'État de Washington, c'est plutôt ouf. Ça lui vaut d'être considéré comme une recrue 4 étoiles et de recevoir des offres de plusieurs gros programmes comme UCLA, USC ou encore Gonzaga. Mais le jeune Dejounte aime sa ville de Seattle et décide de s'inscrire près de chez lui, à l'université de Washington. Là-bas il ne passe qu'un an, mais il fait de bonnes perfs, à 16 points, 6 rebonds, 4 passes et 2 interceptions de moyenne, tout en finissant élu dans la seconde team de la division Pac-12. Pas mal du tout encore une fois. Ça lui permet en tout cas d'obtenir une bonne visibilité qui l'incite à s'inscrire pour la draft 2016. Là, alors que certains l'attendaient plus haut, il finit finalement choisi en fin de premier tour, sélectionné avec le 29e choix par les Spurs, qui encore une fois avait fait un bon coup. Sous Popovich, le jeune Dejounte semblait définitivement arriver entre de bonnes mains pour se développer à son rythme, et de la bonne façon. Pour sa première saison, il fait des allers-retours entre la NBA et la G-League, pour s'adapter peu à peu à son nouveau statut de professionnel. Ça fonctionne. De retour dans la Grande Ligue en janvier, il se montre avec une perf à 24 points, et surtout de toute nouvelle responsabilité lors des playoffs suite à la blessure de Tony Parker. Là, il n'explose pas tout, mais il aide quand même les Spurs à vaincre les Rockets avec notamment un match 6 à 11 points, 10 rebonds et 5 passes. Malheureusement, l'aventure tourne à court pour lui, vu que les Spurs furent éliminés au tour suivant par les Warriors. Mais là, plus de problème, ça y était, Dejounte Murray plongé dans le grand bain. Surtout que sa progression se poursuit, et dès la reprise, Pop le responsabilise et lui donne du temps de jeu. Peu à peu, il passe même devant Parker dans la rotation, startant 48 de ses 81 matchs, excusez du peu. C'est même lui qui poussera probablement Tipeee vers la sortie, direction les Hornets. Voir qu'un jeune de seulement 21 ans prend la place d'une figure mythique de la franchise, ça a quand même beaucoup de sens. N'empêche que fréquenter Parker, ça lui aura permis d'apprendre au gamin, afin de commencer sa carrière NBA sur les meilleures bases possibles. Surtout que pendant cette saison-là, sa saison sophomore, son step-up continue, et ses bonnes perfs se font de plus en plus fréquentes. Chez les Spurs, Dejounte bat plusieurs records de précocité, et surtout il finit sa campagne en étant élu dans la All Defensive Second Team. Pour la petite histoire, sachez qu'il est le plus jeune joueur à avoir jamais remporté cet honneur. Encore une fois, ça permettait de méchamment se hyper quant à son futur. Sauf que vous le savez, dans le sport, aucune trajectoire n'est paradisiaque du début à la fin, et là, ce fut la tuile. Alors qu'on lui promettait d'immenses responsabilités, avec le départ de Tipeee, le meneur se fait les croisés dès la pré-saison. Il manquera alors un an complet, et à son retour, les Spurs étaient définitivement en pleine reconstruction. Entre l'effectif remodelé et la saison 2019-2020 complètement ruinée par le Covid, les conditions n'étaient pas les plus simples pour un retour pour Dejounte Murray. Si peu à peu quand même il a retrouvé son niveau et l'a même dépassé, apprenant notamment beaucoup aux côtés d'un vétéran comme DeMar DeRozan, tout en réalisant une bonne campagne 2020-2021 à 15 points, 7 rebonds et 5 passes, on l'a bien senti, sa blessure a clairement freiné sa progression. Si son contrat signé en 2019 de 70 millions sur 4 ans est intéressant, beaucoup pensent qu'il aurait pu signer pour beaucoup plus sans cette foutue rupture des croisés. Mais peu importe, en plus d'être talentueux, Murray est un accro à la salle, il bosse dur et dans une équipe de San Antonio qui lors de l'été 2021 s'est séparé de tous ses cadres et de tous ses vétérans, il s'est mis à avoir un objectif personnel très élevé, devenir non seulement le meilleur joueur mais aussi le leader de cette jeune escouade.
squad des Spurs. Et là, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a réussi son pari. Lors de la précédente campagne, le meneur de jeu a juste tout explosé, et s'est fait des fans partout dans le monde. Avec des stats moyennes complètement insane de 21 points, 8 rebonds, 9 passes et 2 interceptions, meilleur performeur de la ligue dans le domaine, mais aussi une adresse de 46% au global, il a battu tous ses records en carrière dans ses secteurs, compilant en plus de ça 13 triple-doubles, tout en devenant le meilleur Spur all-time dans le domaine, c'est chaud. Quand dans un livre de records tu passes devant David Robinson, généralement c'est que tu commences déjà à être un prétendant sérieux pour le futur. Tout ça lui a permis de profiter de la blessure de Draymond Green pour participer à son premier All-Star Game en carrière, mais aussi de terminer deuxième derrière Ja Morant dans la course au trophée de MIP. Clairement, la blessure appartenait au passé désormais, et la breakout season était définitivement validée. Et puis plusieurs nouveaux records individuels ou de précocité tombèrent, on ne pouvait plus dire le contraire, Dejounte Murray était en train de se faire un nom en NBA. Bon, malheureusement, les Spurs se firent sortir lors du play-in par les Pelicans avec un Murray peu en réussite, suite à une campagne compliquée collectivement à 34 victoires pour 48 défaites, mais c'est pas grave, au moins individuellement, pour Dejounte, de nombreuses cases avaient été cochées. Sauf que fin juin, là, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, tremblement de terre. Malgré toutes les bonnes choses qu'il avait montrées aux Spurs, Dejounte Murray se retrouve transféré à Atlanta. En échange, San Antonio recevra Danilo Gallinari, rapidement coupé, mais aussi 3 futurs premiers tours de draft, dont 2 non protégés, ainsi qu'un pick swap pour 2026. Là, c'était clair, chez les Spurs, on abandonnait le présent pour miser tout sur le futur, tandis qu'à Atlanta, avec la venue de Murray, tout s'orientait vers le court terme et le win now. De toute façon, du côté des Hawks, ça se sentait. Travis Schlenk, le GM, était très déçu par la saison précédente et voulait absolument bouger et faire quelque chose sur le marché. Là, c'est chose faite, surtout qu'en vrai, le prix semble abordable, vu qu'en échange, il lâche le pick 2023 des Hornets protégés, mais aussi ceux des Hawks eux-mêmes de 2025 et de 2027, qui, si tous les voyants veulent bien être au vert, ce qu'il espère, ne devraient pas être trop haut placés. Tout ça, c'est très bien, et ça semble cohérent, sauf que, parce que oui, il existe un sauf que, si ça ne fonctionne pas comme prévu, les répercussions pourraient être dramatiques. Bon, nous n'en sommes pas là, surtout vu comment Murray a l'air ravi de débarquer à Atlanta, mais si les choses ne s'assemblent pas, ce qui peut aussi arriver, le meneur se retrouvera free agent en 2024 et sera libre de signer où bon lui semble sans que les Hawks ne reçoivent aucune contrepartie. Lâcher 3 first picks pour seulement 2 saisons qui en plus de ça dans ce scénario seraient ratés, ça ferait cher payer quand même. Et si les picks de 2025 et de 2027 s'avéraient en plus de ça devenir des loteries, les Hawks pourraient rapidement regretter ce move un peu précipité. Puis l'incertitude aussi c'est que je ne sais pas combien voudra Murray dans 2 ans et je ne suis pas sûr que les Hawks voudront bien lui filer un contrat à 200 millions sur plusieurs années, encore plus si ça flop. Donc il faut en être conscient, même si ce trade est beau sur le papier, il existe un monde où Murray ne resterait que 2 petites saisons à Atlanta, c'est faible vu ce qui a été envoyé en échange. Mais bon, arrêtons d'être pessimistes, et en NBA, on le sait, pour réussir, il faut prendre des risques. Travis Schlenk a décidé de le faire, et impossible de lui reprocher quoi que ce soit de ce côté-là, c'est le jeu, il fallait qu'il se bouge, et c'est tout à son honneur d'avoir réussi à mettre ses coronesses sur la table. Maintenant, il faut juste qu'elle fonctionne et qu'elle prenne, la greffe Murray, et que les Hawks prouvent qu'avec lui, ils peuvent devenir très compétitifs. Alors pour voir si ce sera le cas, je propose qu'on étudie un petit peu le joueur qu'il est, Dejounte, sur un terrain, et le premier truc qui saute aux yeux lorsqu'on le voit jouer, c'est sa polyvalence. Mais avant qu'on parle de tout ça, j'ai quand même une question à vous poser. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Là, il me manque moins de 2000 d'entre vous pour arriver à mon objectif ultime, c'est-à-dire les 50K avant fin 2023. Du coup, j'ai vraiment besoin de tout le monde, n'hésitez plus. En vrai, quand je vois tous les gens qui regardent les vidéos sans follow, je me dis, vas-y, si tout le monde y mettait un petit peu du sien, on pourrait rapidement atteindre les 100 000, il y aurait moyen. Mais moi, pour l'instant, je ne vous en demande pas tant, je veux juste 50 000, alors let's go, on écoute Abe et on va cliquer sur ce foutu bouton rouge. Mais bref, revenons à Dejounte, à son jeu, à sa polyvalence et à la progression qu'il a connue année après année dans tous les secteurs. Quand on voit que la saison précédente, il marquait près de 18 points de plus que lors de sa campagne rookie, ça illustre déjà bien ce constat. Sauf que même si dans ce domaine, il est très bon, si vous ne jugez que Murray par ses points marqués, c'est que vous n'avez rien compris. L'an dernier, dans toute la NBA, il était le seul joueur, avec Luka Doncic, à prendre plus de 8 rebonds et à délivrer plus de 8 passes par match. Sauf que contrairement au Slovène, même si Murray est un moins bon scoreur, lui est un défenseur d'élite. Meilleur intercepteur de la NBA, je le rappelle, mais aussi ancien pensionnaire des All Defensive Team. Pour se rendre compte de son impact sur le terrain, dites-vous que dans toute la NBA, Murray est 20ème dans la stat du Estimated Plus-Minus, c'est déjà très lourd. En même temps, il apporte tellement de choses importantes, des choses qui se voient, comme les points, l'énergie, les passes
passes et les dunks, mais aussi toutes les petites choses, tout le sale boulot. Pour moi d'ailleurs, c'est bien là, dans sa ténacité, dans son côté peste défensive et dans l'impact qu'il a dans le domaine qu'il m'impressionne le plus. Il faut dire aussi que du haut de son mètre 93, ce qui est grand pour un meneur et avec son envergure de 2,08 m, les outils pour étouffer ses adversaires, il les a. Ses mains sont rapides, il se déplace vite, il switch, conteste tous les shoots, peut harceler le porteur, force des balles perdues, navigue entre les écrans, anticipe parfaitement les lignes de passe et surtout, c'est ce qui me plaît le plus, il semble toujours focus et attentif à ce qu'il se passe loin du ballon. Merci l'école Popovich pour ça. En fait, ce que j'aime surtout, c'est comment il est capable de venir en aide dans la peinture pour ensuite fuser sur un close-out et revenir sur le shooter. Ça, c'est très fort. Franchement, je n'ai aucun malaise à affirmer que pour moi, Dejounte Murray, à l'heure actuelle, est l'un des tout meilleurs et garde de la ligue, excusez du peu. Quand tu mixes science du jeu, envie, qualité athlétique et envergure, très souvent tu deviens une plaie pour les attaquants adverses, et bien entendu c'est le cas de Murray. Et puis en parallèle, son passage aux Spurs et l'expérience gagnée là-bas lui a permis de devenir un véritable playmaker, en plus d'être un meneur d'hommes. Sa vision de jeu est très bonne, il observe tous les déplacements, connaît les systèmes sur le bout des doigts, et est devenu un spécialiste pour faire les bons choix, et les bonnes passes, souvent pile au bon endroit, et souvent pile dans le bon tempo. Ça fait du bagage ça déjà. Tout ce qu'on demande à un meneur de faire, Murray peut le faire de façon élite. Bon, peut-être à part le shoot à 3 points, où il tourne à 33%, ce qui est à peu près correct, mais qui est quand même loin d'être fabuleux. L'ancien Spur, même s'il a largement progressé dans la création pour lui-même, les moves et les tentatives de pull-up restent cependant une option plutôt incertaine sur catch and shoot, même lorsqu'il est laissé seul. Bien sûr, tu ne vas pas non plus t'amuser à totalement l'abandonner au périmètre, mais quand même, il y a des trucs qui vont pas. Ouais, quand tu défends sur lui, tu peux vraiment te permettre d'aller au moins un petit peu en aide et de lui laisser de l'espace. En revanche, et j'apprécie, il connaît ses forces et ses faiblesses, et a réussi à capitaliser là-dessus, sans ça il ne tournerait pas à 21 points par match. Au final, il prend moins d'un quart de ses tirs derrière la ligne à 3 points, ce qui est peu pour un meneur, et il compense par d'excellentes facultés pour scorer dans le périmètre avec une adresse en mid-range à 44%, et un toucher et une explosivité près du cercle qui lui permettent de convertir 64% de ses tentatives de drive. Donc ok, Murray n'est pas un sniper d'élite. Ceci dit, il reste un très bon scoreur, un très bon slasher, qui en plus de ça participera à tous les secteurs du jeu qu'est le basketball. Rien que ça, en attaque comme en défense, ça fait de lui l'un des joueurs les plus polyvalents de toute la NBA à son poste, et évidemment, sa présence et son volume de jeu feraient du bien à tout un tas d'équipes de la Grande Ligue. Mais maintenant, il faut aussi parler de son caractère et de son attitude, qui font la une dans tous les médias et qui buzzent sur tous les réseaux en ce moment. Des joueurs giftés dans l'histoire et super talentueux, on en a vu, mais si le comportement, l'attitude et le mental ne suivent pas, quand ça arrive dans des équipes compétitives, bien souvent ça floppe. Jeez, what a disaster. Bon, à première vue, moi, de ce côté-là, jusqu'à cet été en tout cas, je n'avais que du positif à dire sur le comportement et l'attitude de Dejounte Murray. Le mec a survécu à l'école Popovich, a obtenu sa confiance, s'est mué en leader des Spurs à seulement 23 ans, a conseillé, voire même recadré des jeunes joueurs de sa team comme Keldon Johnson, et est revenu d'une rupture des ligaments croisés en étant encore plus fort. Ça fait un joli CV, ça en vrai, ça pose les bases tout du moins. Surtout qu'en plus de ça, il a la réputation d'être un très gros bosseur, qui kiffe le basket de tout son être. L'été, comme ce fut le cas encore cette année, il se fait kiffer en jouant dans diverses ligues Pro AM, comme celle d'Isaiah Thomas à Seattle, et mieux que ça, son enthousiasme est contagieux. Constamment, il tente de convaincre les joueurs NBA de le rejoindre, ce que ses nouveaux potes Trae Young et John Collins par exemple n'ont pas hésité à faire. Mais là, toute cette envie, tout cet enthousiasme, voire même toute cette insolence, vous allez comprendre, le problème c'est que ça fait parler en ce moment. Parce que oui, amateur ou professionnel en face de lui, joueur expérimenté ou non, dans ses ligues d'été, Dejounte Murray s'est mis en mode destruction massive. I will destroy you, but in my fashion. Et justement, c'est là que ça a un petit peu bavé à son sujet, car on ne va pas le cacher, il était limite dans l'abus. Le meneur était là pour montrer qu'il était le meilleur, certes, mais aussi pour ridiculiser ses adversaires, ce qui évidemment n'était pas du goût de tous tant il allait loin. Bon après, why not, hein, ces matchs c'est pas la NBA, quand on y va c'est aussi pour faire le spectacle, pour faire le show, en mode freestyle. Mais quand sur une fin de passe, il a ridiculisé le numéro 1 de la draft 2022, Paolo Banchero, avant d'aller claquer un tomard avec la planche et trash-talker, forcément ça a créé du buzz. Surtout que derrière, il en a remis une couche sur les réseaux, et ensuite les deux hommes sont partis sur un bif, alors qu'apparemment avant ils étaient plutôt amis. Après moi je veux bien, je trouve ça plutôt fun le chambrage pendant l'été, pas de soucis. Mais en vrai, Dejounte a-t-il réellement besoin de ça pour prouver qu'il est au-dessus? Le mec est déjà All-Star, on se doute bien qu'il a plus de skill que des joueurs amateurs ou que d'un joueur tout juste drafté, aussi talentueux soit-il. Le mec là se vante lui-même du fait que ce qu'il fait à ses adversaires est ultra irrespectueux. Je ne suis pas sûr que ce soit bien malin, ça lui fait du bad buzz en tout cas.
Après moi je ne veux pas en faire des caisses non plus, car en vrai j'ai surtout vu un joueur qui kiffait et prenait du plaisir avec ses futurs coéquipiers d'Atlanta, en faisant le show autant qu'il le pouvait, c'est aussi ça les ligues d'été. Ce qui m'a un petit peu plus surpris venant de lui, c'est d'avoir continué et d'avoir rallumé la flamme ensuite sur les réseaux. Après oui, ça peut être du troll comme Joel Embiid aime le faire par exemple, mais le mec jusque-là, avec son image si propre sous Popovich, ne nous avait pas forcément habitués à ça, et je comprends que ça en ait surpris beaucoup. Puis le mec est allé jusqu'à unfollow Banchero et à lui faire des leçons sur l'humilité. C'est allé loin ce truc en tout cas, plus que ce que je le pensais. Maintenant moi je le répète, j'ai surtout pris ça pour du show et des petits bifs qui vont un peu loin entre deux compétiteurs qui s'amusent et qui jouent au basket. Mais je crois que pour certains c'est un petit peu plus grave et un petit peu plus ancré que ça. Sur les réseaux, je vois que des fans affirment que Murray jusque-là n'avait pas dévoilé sa réelle personnalité car il était trop cadré par le staff des Spurs, et notamment Greg Popovich, et que maintenant qu'il avait quitté la maison texane, son mauvais côté pourrait vite être révélé. Ouais, possible, mais en vrai, vous pensez pas qu'on en fait un petit peu trop à propos de cette histoire? Moi je pense que si. Par contre, je me rends compte que Dejounte Murray n'est peut-être pas le joueur si humble que ce que j'avais imaginé, et ça, attention, parce que ça pourrait lui jouer des tours s'il continue à faire ça en NBA. Surtout qu'à ses côtés, à Atlanta, dans le backcourt, on a un autre joueur que l'on qualifie régulièrement d'arrogant, en la personne de Trae Young. Et là, il y a des questions qui se posent, et je peux le comprendre, deux caractères si forts, peuvent-ils réellement évoluer ensemble? Du côté d'Atlanta, ça va être cool l'an prochain si ça fait le spectacle, si ça court dans tous les sens, que ça enchaîne les crosses, les dunks, et que ça trash talk sans s'arrêter, aussi bien sur le terrain que sur les réseaux. Mais s'il n'y a pas la win, au bout, attention, les critiques vont vite s'abattre sur le duo. Par contre, tranquille, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'affirme aucunement que ça va arriver, la NBA et les ligues d'été sont des choses bien différentes à mon sens. Ceci dit, avec un Trae qui l'an dernier expliquait publiquement qu'il ne voyait que peu d'intérêt à la saison régulière, je comprends les doutes de certains. Là, dès la reprise, il va falloir performer, et une telle attitude ne sera absolument pas tolérée si la paire d'arrière des Hawks pédale dans la semoule. Maintenant, vous l'avez bien compris, si je suis complètement honnête avec vous, ce qui se passe pendant les ligues d'été, je m'en fous complètement. L'actu NBA est si pauvre au mois d'août qu'on aime bien faire du buzz pour pas grand chose, histoire d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Voilà pourquoi de mon côté, la complémentarité de ce duo, je préfère l'étudier sur le terrain plutôt qu'à partir de suppositions fondées sur des déclarations ou des ligues pro-AM. Et là, à première vue, moi ce que je pense, c'est que ces deux hommes peuvent former une sacrée paire d'arrière. Ce que j'aime déjà, c'est que dans les qualités de Young, on retrouve les faiblesses de Murray, et vice versa, c'est plutôt cool. Quand l'un est spécialiste du shoot longue distance et peine en défense, c'est exactement l'inverse pour l'autre. Chacun pourra donc apporter sur la table quelque chose que son coéquipier n'a pas, et au final, ce ne serait pas ça que l'on pourrait appeler une complémentarité parfaite? Moi je pense que si, et même si évidemment ce sera bien plus compliqué que ça, là-dedans, à mon avis, on a les bases déjà. Après, ce qui est sûr, c'est qu'avec ces deux gars, nous avons quand même deux joueurs qui apprécient énormément porter la balle, Trae Young le premier. Les seuls joueurs en NBA qui driblaient plus que lui l'an passé étaient Luka Doncic et James Harden. Trae s'affichait juste derrière eux, et ça, c'est le cas depuis sa draft, tout pas loin. Il y a donc des chances qu'ils doivent changer son jeu, au moins partiellement pour partager le parquet avec Dejounte l'an prochain, il faut en être conscient. Parce que oui, laisser la balle à Trae, moi je veux bien, mais tu fais quoi de Murray en attaque dans ces cas-là? Tu l'utilises majoritairement off-ball et t'attends de lui qu'il brille en catch and shoot? Compliqué quand même, car comme on l'a vu, c'est loin d'être sa spécialité. Dans ces situations, à 2 ou à 3 points, il est à 35% de réussite à peine, ce qui est bien en dessous de la moyenne de la ligue. Pire encore, ça ne représente pas du tout son jeu, vu que jusque-là, il semblait éviter au maximum ce genre de situation, avec seulement 2,5 tentatives en moyenne par match. Du coup, à mon avis, celui qui devra le plus changer son jeu, ce n'est pas Dejounte Murray, mais plutôt Trae Young. L'an dernier, le meneur affichait une adresse de 45% à 3 points dans les situations de catch and shoot. C'est fort, très fort même, mais le souci, c'est qu'il en tentait encore moins que Dejounte, à peine 1 par match, et à mon sens, la principale adaptation devra se faire de ce côté-là. Va-t-il être d'accord pour jouer davantage off-ball, pour briller plus en catch and shoot qu'à la création, et laisser un petit peu plus la balle à Murray? C'est une vraie question, et elle mérite d'être posée. Parce que oui, on le voit très vite quand on regarde les Hawks jouer, Trae adore créer ses tirs tout seul, et est un spécialiste du pull-up. Mais faisait-il ça parce qu'il ne sait pas jouer autrement, ou bien parce qu'il n'avait personne à ses côtés pour le soulager un peu à la création et lui permettre de varier ses efforts en lâchant la balle, en prenant les écrans, et en se démarquant comme le fait un Steph Curry par exemple? C'est dur à dire. Moi je suis assez persuadé que si Young accepte un tel rôle, l'attaque des Hawks pourrait devenir létale, tant lui et Dejounte sont d'excellents passeurs avec une bonne vision de jeu. Mais va-t-il l'accepter ce rôle et réussir à s'adapter du jour au lendemain? C'est bien là que se situe la clé de notre analyse. Parce que ouais, ce serait quand même dommage de voir un Murray qui serait seulement utilisé sur des tâches défensives ou sur des cuts en attaque. Ce serait même pas loin d'être un gros gâchis. Nothing
can stop that now. Donc tout ça c'est une vraie possibilité, il faut en être conscient et je ne peux pas l'écarter, car ça peut arriver. Mais honnêtement, est-ce que je suis réellement inquiet? Pas vraiment. Avec Murray et Young, nous avons deux joueurs qui connaissent le basket offensif, qui connaissent les systèmes et qui savent jouer collectivement. Dans toute l'histoire, c'est la première fois que l'on aura un backcourt composé de deux joueurs qui tournaient à plus de 20 points et 8 passes la saison précédente, et si les adaptations se font, tout le monde s'apercevra vite que la formule peut vite devenir gagnante. Pour donner des exemples, il suffit de se rappeler comment se sont déroulés les playoffs 2022 pour les Hawks. Face au Heat, avec la défense en mode tenaille qui commençait par un très bon Gabe Vincent, Trae Young a galéré de façon flagrante. L'attaque de Macmillan, bien trop centrée sur lui, a montré de réelles limites, vu que personne à ses côtés n'était réellement capable de le relayer efficacement à la création. Là, avec ce backcourt, directement, tu trouves une solution face à ce genre de défense, et directement, c'est un gros step-up. Perso, je suis persuadé qu'avec un Murray pour le soulager à la création, Trae Young peut débloquer encore quelque chose de nouveau dans son jeu. Il pourrait même encore passer à l'étape suivante sur la voie de la superstar en lui offrant la possibilité d'élargir encore plus son bagage en jouant off-ball. Moi je kiffe ça. Il faut juste que les Hawks arrivent à jouer de la sorte, que Trae arrive à comprendre tout ça et qu'il puisse s'adapter suffisamment rapidement. Sans ça, avec un Murray qui ne serait pas suffisamment responsabilisé en attaque, les Hawks pourraient revivre les mêmes soucis que la saison dernière, peut-être même en pire. Si Macmillan devait l'utiliser essentiellement off-ball, vu que DeJounte n'est pas un shooter comme l'était Huerter, tu pénaliserais ton spacing et tu conserverais la même problématique autour de Young. Le tacticien aura donc du taf à la reprise, mais heureusement, il est un gars expérimenté, et là-dessus j'ai tendance à croire en lui. Trae Young pourrait être tellement bon dans un rôle off-ball à la Steph Curry que moi je n'ai qu'une hâte, regardez ça, allumez le League Pass et manger mes popcorn. Donc pour conclure sur cette partie, est-ce que ce feat j'y crois? Oui, complètement, au vu de la complémentarité assez exceptionnelle des deux joueurs. Bien sûr, il y a des limites, que j'ai déjà évoquées, et l'adaptation ne sera pas en un claquement de doigts, mais si je dois résumer, je ne vais pas mâcher mes mots, ce feat je trouve vraiment génial. Sauf que dans le basket, s'il suffisait d'être deux pour gagner des titres, ça se saurait. Du coup, pour répondre à ma question de façon plus globale, il faut maintenant que j'étudie l'ensemble de l'effectif des Hawks, et pas seulement le backcourt. Bon, ça se peut que ça bouge encore, et j'entends encore régulièrement des rumeurs autour de John Collins, mais pour le moment il est là, on ne va donc pas partir sur des suppositions bancales et on va faire avec lui, ce sera non seulement plus prudent, mais surtout ça aura plus de sens. D'autant plus que pour moi, je vais être honnête, Atlanta pourrait faire une vraie erreur en l'envoyant ailleurs. Je sais que chez les Hawks on aimerait de plus en plus donner des responsabilités à Onyeka Okongwu, mais faut-il pour autant se précipiter? La paire Collins-Capella dans la raquette est expérimentée, elle a des failles certes, mais représente aussi une valeur sûre avec deux joueurs qui peuvent se compléter sur pick and roll, en défense, au sol ou dans les airs. Puis il faut être conscient qu'en attaque, avec la gravité qu'entraîneront les deux meneurs, mais aussi la qualité de passe de ces derniers, il y aura des espaces dans la peinture, c'est évident. Attendez-vous donc qu'en attaque ils en profitent et qu'ils soient servis, pendant qu'en défense, en parallèle, ils feront le taf, moi ça me convient. Avoir Okongwu en dépannage sera juste un luxe supplémentaire que d'autres équipes n'auront pas. En vrai, je ne toucherai absolument pas au secteur intérieur des Hawks. Puis dans le 5, après, il faudra compter sur DeAndre Hunter, un joueur que j'apprécie particulièrement tant il a fait des progrès balle en main. C'est vrai qu'il n'est pas un shooter pur lui non plus, et même s'il y a du mieux, attention au spacing. Néanmoins, au vu de tout ce qu'il peut apporter en drive et en défense grâce à sa dimension physique folle, son impact pourrait être primordial à Atlanta. Lui aussi pourra profiter des passes de Trae et de DeJounte, et je m'attends que lui aussi continue à scorer, peut-être de façon différente, mais peu importe, ses buckets il les mettra. Après c'est sûr que là ça manque de shooter dans le 5, et que le spacing pourrait être altéré. Maintenant je me dis que Trae Young est tellement performant dans le domaine qu'il a un tel range que limite à lui tout seul il pourrait résoudre ce souci. Et ça je sais que je reviens souvent là-dessus, mais j'y tiens, à mon avis il le fera encore plus s'il est utilisé régulièrement off-ball comme je l'expliquais précédemment. Et puis de toute façon, il faut être conscient qu'en cas de mauvaise soirée de Young, tu auras toujours un Bogdan Bogdanovic sur le banc, qui pourra artiller à tout va et jouer facile sa trentaine de minutes par match si besoin. Non, pour le spacing, réellement, malgré les départs de Kevin Huerter et de Danilo Gallinari, je ne m'en fais pas trop, ça ira, ça fonctionnera. Donc oui, il y a potentiellement quelques limites, à chaque fois je reviens dessus, mais toujours rien d'inquiétant à mon sens. Après, si on parle du banc avec un peu plus de précision, on pourrait se dire que la perte de Delon Wright pourrait faire mal, c'était un bon backup meneur, que j'appréciais particulièrement en plus. Et pourtant, ça ne me préoccupe pas, car je pense que quand Young sortira, ce sera Murray qui jouera à la main, et quand Murray sortira, ce sera Young qui prendra le relais. Attendez-vous à voir soit l'un, soit l'autre, soit les deux pendant l'intégralité des 48 minutes d'une rencontre. Alors dans ces conditions, un backup meneur, ça devient complètement inutile. Ajoutons à ça des guerriers, comme les frères Holiday, ou comme les recrues Mo Harkless, AJ Griffin, ou encore Frank Kaminsky,
Milwaukee, et là on a une belle bande de guerriers, un banc profond avec des joueurs complémentaires et qui surtout semblent être d'excellents soldats, prêts à aller à la guerre ensemble. Moi je me rappelle l'an dernier, on pouvait reprocher une certaine nonchalance, ou alors une certaine passivité de la part de pas mal de joueurs de l'effectif des Hawks. Là, avec un objectif commun bien défini, et un effectif construit de la sorte, j'ose espérer que ce ne sera pas le cas, que ce ne sera pas le genre de la maison. Si le mental est là et que les Hawks arrivent soudés, l'équipe, je le pense, pourrait faire un grand pas en avant. Maintenant, s'il faut répondre à la question du jour, est-ce que tout ça, même si ça me hype, ça suffira pour être un contender? Eh bien désolé, mais je ne pense pas. L'effectif a beau être kiffant, et encore plus avec l'arrivée de Murray, je me dis qu'il y a quand même des concurrents de taille dans la conférence. J'en suis même à me demander si l'Est a déjà été aussi dense depuis la retraite de Michael Jordan, c'est dire le niveau de cette conférence actuellement. Donc pour le moment, c'est difficile de mettre les Hawks favoris devant des équipes comme Boston, Milwaukee, Miami et peut-être même Philadelphie, qui présentent bien plus d'expériences communes tout en disposant de plus de star power. Cependant, est-ce que ça veut dire que ce serait impossible de ne pas vivre une surprise en playoff? Absolument pas, je ne m'avancerai pas jusque là. Les Hawks très clairement semblent avoir significativement progressé depuis l'an dernier, et leur principale faille, au moins partiellement, me semble compensée. Pour moi, la clé dépendra majoritairement de Nate McMillan et de sa capacité à tirer la quintessence de son duo DeJounte Murray et Trae Young offensivement, mais aussi de la volonté de Young de jouer off-ball et de profiter des écrans de Collins et de Capella par exemple. Et ça, comme je vous l'ai dit, je pense que ça peut se faire, et si ça se fait, l'objectif deuxième tour à mon avis sera un minimum, sachant qu'une finale de conférence serait déjà une belle réussite pour la première année commune du duo. Du coup, même si je ne vois pas encore les Hawks comme de véritables contenders, pour le moment, je les vois au moins comme des outsiders très sérieux. Et dans le sport, on le sait, si les outsiders sont là, c'est pour nous réserver des surprises. Alors qui sait ce que peut nous réserver Atlanta, outsider la saison prochaine? À votre place, je me méfierais. Voilà pour ce qui est de DeJounte Murray Hawks, voilà pour ce qui est de ce nouveau coast to coast. Ça vous a plu? Vous en pensez quoi, vous? La greffe va-t-elle prendre? Ce duo va-t-il nous faire rêver? En tout cas, moi, les Hawks, c'est l'une des équipes que j'ai le plus hâte de voir à la rentrée. Alors du coup, à votre avis, jusqu'où peuvent-ils aller la saison prochaine avec ces deux gars? Dites-moi tout ça en commentaire, vous le savez, ça m'intéresse à fond de connaître les tendances de la commu, donc lâchez-vous. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, vous le savez, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube, et merci à ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee, une vraie Dream Team. Alors vous, si vous voulez les rejoindre, ce serait un grand plaisir, vous savez quoi faire, toutes les infos sont dans la description. À très vite.